Bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre émission ce soir. Ce soir, nous allons parler notamment autour de la situation des préparatifs militaires autour de l'Iran, euh, des déploiements des forces américaines autour de l'Iran, d'Israël, les préparatifs israéliens, la suspension des vols des pays alliés à Israël et notamment les déclarations des dirigeants iraniens. Mais bien avant cela, j'aimerais d'abord placer le sujet d'aujourd'hui dans le contexte actuel. Et essayer de vous dire euh, pourquoi on s'acharne autant autour de, contre l'Iran. Pourquoi ces pays veulent forcément faire tomber le régime iranien. Vous savez, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide et par la guerre froide, il a suivi que l'Union soviétique s'est effondrée. Voilà, le système soviétique communiste ne tenait pas, donc l'Union soviétique a fini par s'effondrer. Donc après l'effondrement de l'Union soviétique, on a une seule puissance multipolaire, on a une seule puissance euh, unipolaire, universelle qui était les États-Unis d'Amérique. Donc les États-Unis d'Amérique ont profité de cette situation-là pour placer toutes les institutions internationales sur leur hégémone. Donc une fois les institutions internationales passées sur leur hégémone, les États-Unis sont devenus automatiquement la puissance qui dictait les lois et faisait dicter les lois et faisait aussi la loi. Donc les règles américaines et états-uniennes étaient les règles internationales. Mais maintenant, nous ne sommes plus à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous avons une puissance montante qui est la Chine. Voilà, la Chine aujourd'hui, en termes économiques, la Chine dépasse carrément les États-Unis. On dépasse les États-Unis parce que je pense que depuis 2020-2022, on dépasse les États-Unis en termes économiques. Et en termes militaires, la Chine aujourd'hui possède la marine qui a le plus de flotte, qui a le plus de navires et une marine aussi moderne, peut-être même plus moderne que la marine états-unienne. Et aussi, aujourd'hui, la Chine, en termes de système balistique, en termes d'avions de combat, vraiment, la Chine est carrément le deuxième ou le premier pays au monde en termes d'avions de combat, avec des J-36, des J-40, des avions de très haute technologie, surpassant même dans certaines capacités. Par exemple, le J-36, je pense que le J-35, c'est quand tu regardes le J-35, c'est carrément la copie du F-35, mais quand même, le J35 a des capacités. C'est comme si c'est une copie améliorée. Voilà. Donc, la Chine te copie un matériel et te fait le matériel encore plus performant que ton matériel lui-même. Donc, c'est comme si toi-même, ton matériel que tu as fabriqué, l'original devient la copie de la copie. Vous comprenez un peu? Voilà. Donc aujourd'hui, il y a des puissances qui montrent, par exemple. Avant, il n'y avait pas la Russie sur la scène internationale. Dans les années 2000, 1980 à 2000, 1990 jusqu'à 2000, 2010, la Russie n'était pas carrément sur la scène internationale. La Russie est revenue sur la scène internationale après 2014, lorsqu'il y a eu les premières sanctions contre la Russie concernant la prise de la Crimée par la Russie. Voilà. Donc aujourd'hui, la Russie, c'est une puissance qui s'affirme. Voilà. Aujourd'hui aussi, il n'y a pas seulement que la Russie, il y a aussi l'Iran. Pour savoir, l'Iran, c'est une puissance, ce n'est pas un pays arabe. Voilà. Parce qu'il y a certains qui pensent que, comme en Iran, il y a l'islam chiite, l'Iran, c'est le berceau de l'islam chiite. Il y a certains qui pensent que l'Iran, c'est un pays arabe. En réalité, l'Iran n'est pas un pays arabe. L'Iran, c'est l'héritier de l'Empire perse. Et l'Iran, il y a plusieurs, c'est comme c'était un empire avant, c'était l'Empire perse. Voilà, l'Empire perse, il y a plusieurs peuples qui habitent l'Iran. Il y a les Fars, je pense que c'est les Farsis, il y a les Azéris, il y a les Kurdes, il y a plein de pays. C'est comme si c'est plusieurs morceaux qui sont coulés ensemble pour former l'Iran. Vous comprenez? Donc, depuis les années 2000, il y a eu des projets qui sont apparus concernant l'Iran, notamment les projets pilotés par les Israéliens et aussi les Américains concernant le démembrement de l'Iran. Vous comprenez? Voilà, concernant le démembrement de l'Iran. C'est aussi pareil pour les Russes. Il y a eu un projet qui a apparu plusieurs années avant concernant le démembrement de la Russie pour s'accaparer les réserves naturelles, les réserves de métaux et euh, de matières premières stratégiques et la Russie aussi, concernant aussi la même chose pour la Chine aussi. Donc, la guerre en Ukraine, quelque part, c'est la guerre pour le démembrement de la Russie parce que le président ukrainien de l'époque, et je pense que c'est Loukachenko, un truc comme ça. Bon, excusez-moi pour le nom parce que je ne suis pas ukrainien. Donc, il pense que c'est Loukachenko avait dit que l'Ukraine devait se battre
pour entrer dans l'OTAN, que l'Ukraine devait, si l'Ukraine voulait entrer dans l'OTAN, l'Ukraine devrait battre la Russie et entrer dans l'OTAN. Donc, le but de cette guerre avec la Russie, c'est de démembrer carrément la Russie. Voilà, donc les Chinois le savent, euh, aussi les Russes eux-mêmes le savent, les Iraniens aussi le savent. Donc, ce même projet-là a été transporté, transmuté pour l'Iran. Et eux, le but de tous les manœuvres qu'on voit autour de l'Iran, c'est de démembrer l'Iran, prendre une partie de l'Iran, parce que vous savez, en Iran, il y a des Azéris. Bon, les Azéris, c'est ceux qui viennent d'Azerbaïdjan. C'est un peuple qui est diffus entre l'Iran et l'Azerbaïdjan, et puis voilà, d'autres pays. Parce que l'Iran, il faut savoir que c'est un pays qui fait frontière avec 14 pays. Voilà, donc c'est un pays qui est entouré vraiment voilà. Donc, tous ces pays-là qui sont autour de l'Iran ont des peuples euh, qui ont été phagocytés à l'intérieur de l'Iran. Vous comprenez? Donc, les Azéris, par exemple. L'Azerbaïdjan, c'est un grand allié d'Israël. Donc, l'objectif de l'Azerbaïdjan, c'est de créer, parce que l'Azerbaïdjan est allié à Israël, et l'Azerbaïdjan agit contre l'Iran dans le projet américano-sioniste consistant à vouloir démembrer carrément l'Iran. Donc, l'Azerbaïdjan, son objectif, c'est quoi? C'est qu'en démembrant, en plongeant l'Iran dans le chaos, elle va pouvoir récupérer une partie de l'Iran azéri, donc je pense que la région, je pense que c'est l'Azerbaïdjan iranien. Aussi, il y a le Turkménistan, voilà, le Turkménistan. Il y a aussi le Kurdistan. Il y a plein de pays autour de l'Iran qui ont des ambitions de prendre une partie de l'Iran. Vous comprenez? Donc ces pays-là sont généralement utilisés par les pays ennemis de l'Iran, donc notamment Israël et les Américains, la CIA et le Mossad, pour créer des troubles à l'intérieur de l'Iran. Donc les manifestations que nous avons vues euh, depuis le mois de décembre, pour ceux qui ne savent pas, les manifestations n'ont pas commencé en janvier, hein, commencé depuis le 20 décembre par là. Et on continue jusqu'à... Donc c'est les manifestations qui ont été durant plusieurs jours. Au début, les manifestations étaient des manifestations pacifiques. Mais ces manifestations ont vite dégénéré en manifestations, comment on dit ça, en mutinerie. Voilà, une sorte de révolution de couleurs. Vous comprenez, non? Ce qu'il y a eu en Ukraine et qui a conduit à la chute du président Loukachenko et à la venue du président qui est là aujourd'hui en Ukraine. Bon, pas le président, le régime qui est bien qui est là. Euh, parce que Zelensky, son mandat est expiré, hein. Voilà, actuellement, il est un président illégal. Voilà, son mandat est expiré. Donc, c'est le service de révolution de couleur qui a fait venir ce président-là. Donc, du coup, il faut comprendre quoi? Il faut comprendre que sa même technique qui a été utilisée là-bas a voulu être transportée en Iran. Donc, en faisant quoi? En instrumentalisant les Kurdes. Et pour ceux qui ne savent pas, les Kurdes, c'est un peuple qui est, je pense qui est diffus entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et puis l'Iran. Donc, les Turcs, c'est un peuple qui vient du Kurdistan, le Kurdistan, je pense bien. Le Kurdistan, c'est une partie du peuple du Kurdistan. Donc, vous comprenez? Donc, les Kurdistan, les Kurdes, euh, c'est les pays qui sont généralement manipulés dans la région. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont mis dans l'idée des Kurdes qu'il faut créer un grand Kurdistan. Un grand Kurdistan qui englobe des parties, je pense que c'est la Syrie, la Turquie, de l'Iran, de l'Irak. Je pense que c'est une grande zone comme ça. Voilà, donc il faut que ces pays, il faut que ces régions-là soient mis ensemble pour créer le grand Kurdistan. Aussi, là aussi le grand Azerbaïdjan aussi, qui est un projet aussi, qui est mis en avant par les nationalismes azéris. Voilà, donc il faut vraiment les enjeux. Voilà, il faut prendre la hauteur pour comprendre tous les enjeux autour de l'Iran pour comprendre pourquoi les gens s'enchantent autour de l'Iran de cette manière-là. Donc, si on a compris ça, on a compris que l'Iran, euh, avec des voisins qui en veulent à l'Iran, qui veulent son territoire, il faut comprendre maintenant ce qui s'est passé, qui a créé les manifestations. Donc, il faut comprendre, je pense, j'ai oublié son nom déjà, il y a un secrétaire et un nouveau ministre des Finances. Je pense que c'est le ministre des Finances ou bien c'est le vice-ministre des Finances des États-Unis qui avait fait une interview dernièrement sur Fox News, qui avait dit que, avant même que les manifestations iraniennes vont commencer, qui avait dit euh, que les Iraniens devaient retirer leur argent des banques iraniennes car il y aura bientôt une chute de monnaie en Iran. Parce que lui, c'est lui qui a conduit à la chute de la monnaie de la Libye. Donc, il s'y connaît dans le domaine. Vous comprenez? Donc, il a été mis là, en tant que vice-président. Je pense que le vice-président, c'est le vice-ministre, mais le ministre des Finances, un truc comme ça, des États-Unis. Il a été mis là
parce qu'il se connaît en manipulation des marchés pour faire chuter la monnaie d'un pays. Donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'il a créé? Il a créé une manifestation, une manipulation qui a mis la pression sur la monnaie iranienne. Voilà. Je pense que les pays autour de l'Iran, comme la Turquie, parce que l'Iran échange avec ces pays. Donc, je pense que, bon, selon moi, c'est mon avis personnel, hein, voilà, ça fait pas partie de mon analyse. Je pense qu'il y a eu une pression qui a été mise sur ces pays-là qui a conduit à ce que ces pays-là vendent, mais se débarrassent de la monnaie iranienne qui était stockée comme réserve de change. Parce que au fur et à mesure que les pays, où ta monnaie est utilisée par d'autres pays, ta monnaie est stable et a de la valeur. Donc, ils sont débarrassés de ces monnaies-là, ce qui a créé, et puis associé à d'autres pressions mises par les Américains, par les États-Unis, qui a créé une chute de la monnaie, de la monnaie iranienne. Donc, c'est de là que venaient les manifestations. Quand les grands commerçants du bazar, de Téhéran, sont sortis pour manifester, pour dire que vraiment, ils voulaient, parce qu'ils se voyaient, les pouvoir d'achat chutaient. Parce que si il y a une inflation sur ton argent, la valeur de ton argent chute. C'est-à-dire que l'argent que tu as, ça perd de la valeur. Vous comprenez? Donc, si tu pouvais construire une maison après, avec 1 million avant, si la monnaie chute, là, tu ne peux même pas acheter, comment on appelle ça, un livre avec ça. Vous comprenez, non? Donc, c'est le problème qui était arrivé. Donc, ils sont sortis légitimement pour marcher. Mais au début, dans les premières semaines, je pense que même la première semaine, les manifestations étaient pacifiques. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Euh, Puisque c'était, comme je vous ai dit, je vous ai expliqué, c'était le projet états-unien et sioniste de créer une crise en Iran. Donc, une fois que les commerçants du Grand Bazar de Téhéran descendus dans les rues pour marcher, les Kurdes qui étaient stationnés en Irak sont descendus en Iran. Donc, traversé la frontière iranienne, sont descendus en Irak. Il faut savoir que là où les Kurdes sont stationnés, il y a une base américaine là. Vous comprenez? Il y a une base américaine là. Et aussi, comment on appelle? En Azerbaïdjan, voilà. En Azerbaïdjan, les Azéris, il y a des Azéris qui sont descendus. Comme je l'ai dit, l'Azerbaïdjan a des velléités de possession des territoires iraniens. Donc, sont descendus aussi en Iran. Donc, les zones proches de l'Azerbaïdjan et puis de l'Irak ont été prises très vite sous contrôle de ces trucs-là, de ces miliciens là. Et ils ont commencé à tirer sur les manifestants pour accuser en retour le gouvernement. Parce que le gouvernement, quand en tirant sur le gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement fait? Le gouvernement se défend. Le gouvernement va déjà se défendre. Donc, s'il y a les tirs, donc les tirs de riposte, donc ça crée un cafouillage et ça crée des morts entre les forces de défense iraniennes et aussi les forces, euh, les forces manipulées par l'État sionisme américain. Donc, du coup, euh, ça crée un chaos. Vous comprenez? Mais Donald Trump a menacé directement, indirectement, non, directement même, le régime iranien, disant au régime iranien que si l'Iran utilisait son armée pour chasser, pour repousser les manifestants, qu'il allait intervenir en Iran. Vous comprenez? Mais les Iraniens ont fait leur travail. Maintenant, ce qu'il faut remarquer, c'est que le président iranien aujourd'hui, c'est un président depuis son élection. Moi, j'ai suivi son élection, j'ai suivi les médias iraniens qui parlaient de lui. Sa maman est arménienne, je crois que c'est arménienne. Non, sa maman est arménienne, son père est azerbaïdjanais. Je pense que azéri, voilà. Je pense que si c'est pas sa maman qui est arménienne, son père azéri, son père qui est azéri, sa maman, c'est un truc comme ça. Donc il a un côté, voilà, azéri, je pense bien. Donc lui, depuis son élection, les gens ont jugé que ce président-là était trop molle, était trop faible. Vous comprenez? Parce que c'est un président déjà qui est pro-occidental, il faut savoir ça. Voilà, maintenant, c'est pas quand on dit pro-occidental qu'il avait dit qu'il doit se coucher devant les Occidentaux, hein. Voilà, mais c'est un président qui est pro-occidental, qui n'est pas comme le président qui a été assassiné, le président Brahim Raisi. Je pense que c'est ça, hein, Brahim Raisi qui a été assassiné lors parce qu'il faut comprendre en Iran. L'Iran, c'est pas un pouvoir monotone, c'est pas un pouvoir unique. Non, l'Iran, c'est un pouvoir qui est traversé par des contradictions. Il y a des gens qui sont opposés à certaines visions. Il y a des gens qui veulent, parce qu'actuellement, l'Iran, c'est un pouvoir euh, théologique, c'est un pouvoir dirigé par l'islam. Vous comprenez? Mais il y a des gens qui ne veulent pas ça. Il y a des gens qui veulent installer un pouvoir nationalisme plus dur et plus anti-américain que l'Iran actuel. Donc ces personnes-là sont opposées parce que vous savez, en Iran, l'Iran c'est un pays qui est millénaire. C'est un pays, c'est l'un des plus vieilles civilisations de cette planète-là. Voilà, l'Iran c'est l'empire Perse. Vous comprenez? C'est une très très vieille civilisation. Donc l'Iran, il y a plein de... L'Iran c'est pas tout le monde qui est musulman. C'est pas plus le monde qui est chiite. Il y a des personnes qui sont
zoroastriens, il y a des personnes qui sont, il y a plein de religions qui sont entremêlées là-bas, mais quand même une grande partie est musulmane. Vous comprenez? Donc il y a des gens qui veulent venir à la tradition iranienne. Donc ces gens-là sont opposés carrément et veulent même que ce régime actuel, le régime dirigé par les mollahs, tombe pour qu'ils puissent mettre en place leur propre régime, vous comprenez? Il y a des gens aussi qui trouvent que les sanctions qui sont sur l'Iran sont des sanctions qui les appauvrissent. Donc eux veulent s'enrichir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'allient dans les coulisses avec les Américains, ils vendent les forces, les dirigeants euh, des forces armées iraniennes et du corps des gardiens. Parce qu'il faut comprendre, en Iran, il y a le corps des gardiens de la révolution et puis il y a l'armée. C'est pas la même chose. Voilà, donc, ils vendent leurs dirigeants. Bon, ils vendent les hauts cadres du corps des gardiens de la révolution et ceux de l'armée, l'armée des scientifiques, tout ça. Donc, pour liquider ces gens-là en pensant faire tomber le régime en retour et se repositionner en même temps. Vous comprenez, non? C'est toutes ces contradictions-là qui font qu'en Iran, il y a facilement des espions qui entrent en Iran. Comme on le dit, le fruit commence à pourrir par l'intérieur. Vous comprenez? Maintenant, donc c'est ce qui a créé les manifestations qu'on a vues en Iran. Vous avez compris? Voilà, c'est ce qui a créé les manifestations que nous avons appelées les manifestations violentes. Donc l'Iran a fait descendre ses- ses forces armées, les corps de gardiens de la révolution. Il y a aussi, comme on le voit au Burkina Faso, les VDP. En Iran, il y a un bataillon. Voilà. Parce qu'un bataillon, non, pas un bataillon, il y a plutôt une brigade. Parce qu'une brigade, ça, non, plutôt un régiment. Voilà, un régiment. Un régiment, c'est plus de 2000 personnes. Voilà, plus de 2000 personnes, 5000 personnes pour aller. Il y a un régiment de volontaires de la défense de la patrie, comme on le voit au Burkina Faso, mais qui n'est pas appelé VDP, qui est plutôt appelé les forces basiques. Voilà. Donc, eux aussi sont descendus dans les rues pour sécuriser et chasser les miliciens. Donc, les miliciens ont très vite, les Iraniens ont pris le contrôle et maintenant ont réussi à établir l'autorité de l'État dans tous ces partis qui ont été pris par ces miliciens. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a ce qu'on appelle le lobbying sioniste. Et puis il y a le lobbying évangéliste. Le lobbying sioniste, c'est des personnes qui sont liées à Israël et qui mènent, comment on appelle ça? Qui mènent une sorte de campagne auprès des États-Unis pour que les États-Unis soutiennent Israël. Mais en Israël, il y a aussi, l'Israël, c'est, comment on appelle ça? C'est un pouvoir, mais qui a plusieurs branches. Vous comprenez, non? Et les sionistes, messianistes, ceux qui croient que il faut provoquer l'Armageddon pour faire venir leur Messie. Voilà, le Messie. Il y a ceux qui sont les sionistes orthodoxes, qui pensent que bon, il faut respecter ce qu'on a dit dans la Torah. Voilà, il y a d'autres qui disent que non, que le fait que l'État d'Israël soit actuellement construit est, comment on appelle ça, quelque chose qui n'a pas été prescrit par la Torah. Parce que dans la Torah, on dit que c'est quand le Mashiach viendra qu'il va réunifier l'État d'Israël. Donc, actuellement, l'État d'Israël, actuellement, un État, un État, comment on dit ça? C'est un État paria, quoi. Voilà, c'est un État qui ne devrait pas avoir lieu parce que la création de l'État d'Israël actuellement enfreint même les principes de la Torah. Voilà, donc il y a ceux qui sont là. Il y a ceux aussi qui sont là, bon, qui sont les orthodoxes, mais qui sont dans la ligne habituelle, dans la lignée traditionnelle sioniste et juive. Voilà. Et puis il y a ceux qui sont athées. Il y a aussi qui sont, qui sont pro-occidentaux, qui sont dans les mouvements des LGBT, homosexuels, tout ça. Donc tout ça, c'est un pouvoir. Maintenant, ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, ceux qui soutiennent Netanyahou, c'est les messianismes. Vous comprenez? Ceux qui disent que non, bon, ça, je vais faire une autre vidéo. Si vous voulez, quand je parle de ça, pourquoi je dis sur les messianismes, qu'est-ce qu'ils font? Voilà, en termes de religion, qu'est-ce qu'ils font en Israël? Ils ont même envoyé des vaches qui ont été achetées aux États-Unis, des vaches rousses, voilà, parce qu'on dit que pour qu'on construise le troisième temple, il faut faire venir des vaches rousses qu'on va sacrifier sur l'autel. Voilà, bon. Donc il y a tout ça qui a été fait. Vous comprenez, non? Maintenant, donc ces personnes-là, et aux États-Unis aussi, il y a, comment on appelle, la branche évangélique. Vous comprenez? La branche évangélique est liée directement au sionisme. Donc c'est ces personnes-là, avec les sionisme et l'AIPAC, qui mènent un lobbying très actif auprès des États-Unis pour que les États-Unis prennent Israël sous son aile. Vous comprenez? Donc on ne sait pas aujourd'hui si c'est Israël qui contrôle les États-Unis ou si c'est les États-Unis qui contrôlent Israël. Bon, quand même, moi je pense que les États-Unis quand même ont toujours une marge de manœuvre, mais que le lobbying sionisme vraiment est fort.
Voilà, mais que si les États-Unis aujourd'hui décident d'arrêter la guerre, rien ne peut arriver, quoi. Vous comprenez? Voilà. Donc ces personnes-là, autour du président Trump, mènent une pression sur le président Trump, surtout au Congrès, pour qu'il fasse une intervention. Il attaque directement l'Iran. Il rentre en guerre contre l'Iran, vous comprenez? Donc l'Iran aussi, de son côté, l'Iran ne veut pas donner le prétexte au monde. Parce que vous savez, les États-Unis, les Occidentaux sont forts en propagande. Donc attaquer l'Iran, parce qu'il y a des gens qui ont posé la question, lorsqu'il fait des posts, qui ont posé la question, pourquoi l'Iran n'attaque pas et attend toujours que Israël attaque avant de répondre. L'Iran ne veut pas donner le prétexte aux États-Unis de lancer un grand conflit contre eux. Vous comprenez? L'Iran veut rester dans le cadre de la légitime défense. Même si récemment, on a vu les dirigeants du corps des gardiens de la Révolution dire que s'ils sentaient une menace imminente contre eux, ils allaient lancer des frappes préventives. Mais moi, je ne pense pas vraiment que l'Iran va lancer des frappes préventives contre Israël ou les États-Unis. Donc, dernièrement, Trump a fait sortir, a poussé vers l'Iran, comme on a vu avec le Venezuela, une énorme flotte, et puis des armes, des avions de combat, des ravitailleurs, tout ça. Donc, même le porte-avions Abraham Lincoln, l'un des plus grands porte-avions au monde, l'un des plus grands porte-avions le plus grand porte-avions au monde et le plus grand porte-avions de la flotte américaine, est déplacé vers l'Iran, dans le Golfe Persique, et devait rentrer dans la zone de responsabilité de CENTCOM entre hier et aujourd'hui. Donc, je pense qu'aujourd'hui, forcément, il sera là. Maintenant, selon les Iraniens, euh, le porte-avions Abraham Lincoln a désactivé comment on appelle ça? Bon, il y a ce qu'on appelle ces transpondeurs. Les transpondeurs permettent à des sites obscènes, des sites, comment on appelle ça, parallèles, de pouvoir localiser certains engins militaires dans l'océan ou partout dans le monde. Donc, ça permet à le porte-avions de passer en mode fantôme, vous comprenez? Voilà, donc, mais on sait que le porte-avions devrait arriver normalement entre hier soir et aujourd'hui dans la zone de responsabilité américaine, du commandement américain. Vous comprenez, non? Voilà, donc du coup, on arrive maintenant autour de l'Iran et maintenant tout le monde s'interroge, est-ce qu'il y aura des frappes en Iran? Mais il faut savoir que ce que le régime israélien cherche à provoquer, Israël sait qu'en réalité, Israël ne peut pas vaincre l'Iran. C'est pas possible. Vous comprenez? Si on laisse Israël avec l'Iran dans une guerre, ça ne va pas durer même une semaine. Vous comprenez? Ça ne va pas durer même une semaine. Parce que déjà, Israël n'a pas le complexe militaro-industriel suffisant, capable de soutenir une guerre de haute intensité avec l'Iran. Les munitions, les armes à longue portée, le carburant, les ravitaillements, tout ça. Il faut que les États-Unis apportent tout ça pour pouvoir soutenir Israël, même dans le renseignement encore. C'est comme si cette guerre-là, c'est une guerre par proxy. Israël qui a un but, mais lui-même se fait en proxy pour attaquer l'Iran. Vous comprenez, non? Voilà, c'est les États-Unis qui fournissent tout. Le renseignement, le fuel, tout ça, c'est les États-Unis qui fournissent tout. Si les États-Unis, je dis, bon, nous, on ne prend pas le renseignement, Israël ne peut rien faire. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que l'Israël cherche? Les messianistes qui dirigent Israël aujourd'hui, qui soutiennent aujourd'hui Israël, parce que eux qui tirent, eux qui mettent la pression, comme le ministre, je pense que c'est le ministre de la Santé, hein, mais c'est le ministre des Affaires étrangères, ça non. Non, le ministre des Finances, voilà. Itamar Ben-Gvir, par exemple, lui, il a carrément dit que lui, leur objectif depuis la guerre de Gaza, que c'était de chasser les Palestiniens de la bande de Gaza, dépendre de Gaza. Il a dit ça. Il a dit même que bon, il pas dit, il faut créer, voilà, bon, j'ai dit ça comme ça pour ne pas que la plateforme me censure, les Palestiniens et les chasser, ou bien voilà, pour prendre tout leur territoire. Vous comprenez? Donc, ces gens-là, des gens qui sont dans une logique où on dit que, on parle de l'Armageddon. Donc, leur objectif, c'est de provoquer l'Armageddon, de créer une guerre, une grande guerre entre les États-Unis et l'Iran, qui pourrait même faire entrer la Chine et la Russie dans la guerre. Mais maintenant, nous allons passer à ces deux personnes, à ces deux puissances, la Russie et la Chine. Dernièrement, on a vu beaucoup de spéculations autour du Venezuela. Les gens qui ont dit que non, la Russie n'a pas soutenu le Venezuela. La Russie, bon, je pense que la déclaration de Vladimir Poutine a mis fin à tous ces débats-là, hein. Parce que Vladimir Poutine a dit qu'on ne peut pas sauver un pays dont ses propres dirigeants ont vendu leur chef d'État. Vous comprenez? Donc, si on peut sauver un pays où les gens sont solidaires, vous comprenez, où il y a une résistance. Mais un pays qui vend ses propres dirigeants, est-ce qu'on peut le sauver? Non, c'est la même chose qu'on avait en Syrie.
Donc, vous voulez que les Russes fassent quoi? Ils ne peuvent rien faire. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est ce que Vladimir Poutine a dit en plus de ça, qu'il n'existe pas un accord de défense explicite entre la Russie et puis le Venezuela. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est la même chose. Donc, pour que les États, pour que, comment on appelle ça? Il y avait des forces russes stationnées au Venezuela. Mais pour que la Russie intervienne directement au Venezuela, il faut qu'il y ait au moins un accord de défense mutuelle entre la Russie et l'Iran et le Venezuela. Maintenant, en 2024, je pense bien que c'est en 2024 ou en début 2025, la Russie avait proposé, Vladimir Poutine l'a dit encore, la Russie avait proposé un accord de défense mutuelle entre l'Iran et la Russie. Mais les Iraniens ont refusé. Il faut comprendre pourquoi les Iraniens ont refusé. Parce que faut savoir que la Russie est liée à Israël. Poutine l'a dit, je pense que c'est lors d'une interview en 2024, même en 2025, hein, lorsqu'on parlait de cet accord-là, qu'il y a jusqu'à 1 million de citoyens russes qui sont en Israël. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que la Russie défend indirectement, mais directement, les citoyens russes qui sont en, en Israël. Donc, voilà pourquoi, même qu'il y a une guerre, la Russie appelle ses citoyens de quitter Israël. Vous comprenez, là? Et en Russie aussi, comme je vous l'ai dit déjà, il y a 1 million de citoyens russes en Israël. Donc, en Russie, il y a un lobbying des personnes qui font des campagnes ou même des pressions auprès du pouvoir russe pour ne pas que la Russie attaque, me fasse des choses qui vont avantager l'Iran sur le terrain. Par exemple, il y a Dimitri Medvedev, le vice-président aujourd'hui de la Russie. Lorsqu'il était président en Russie, il avait bloqué la vente de S-300 russes aux Iraniens. Vous comprenez, c'est Vladimir Poutine qui est venu et qui a vendu les S-300 russes aux Iraniens et que les Iraniens ont dit que, bon, puisque c'est comme ça, nous aussi, on va fournir des armes à l'Ukraine. Et Vladimir Poutine a dit, bon, si vous faites ça, vous passez une ligne rouge. Voilà, tout ce que je dis là, c'est vérifiable, hein, vous comprenez. Je suis ces actualités-là depuis très longtemps. Vous-même le savez, que tout ce que je dis, c'est vérifiable. Vous comprenez, c'est, je vous explique les dynamiques pour se comprendre. Vous comprenez? Donc, les Iraniens n'ont pas voulu signer un accord de coopération directe avec les Russes parce que signer un accord de coopération directe avec les Russes, ça serait se lier les mains. En cas de grande guerre, parce que les Iraniens, vous avez vu la guerre des 12 jours, les Iraniens ont fait une démonstration carrément de force. On a vu tout le monde a vu que les Iraniens ne pouvaient pas. Ils ont même été obligés c'est ce qui a conduit au rachat de TikTok pour créer quoi? Pour créer euh, une sorte de de blackout, voilà, médiatique, ne pas que certaines images ou bien certaines informations des frappes réussies, des destructions causées par les missiles iraniens soient montrées sur les médias. On a tous vu ça. On a vu aussi comment au départ, l'Iran a été pris, l'Iran a été surmené par Israël et les États-Unis, mais que très vite l'Iran a mis les choses en ordre. Au début, on a pensé que non, Israël détruisait les sites de défense aérienne iranienne, mais alors qu'il y avait les leurs qui étaient placés là. On a tous vu ça. Vous comprenez? Donc, les Iraniens, ce sont pas des personnes qui réfléchissent comme ça. Surtout que l'élite aujourd'hui qui dirige l'Iran, c'est une élite euh, issue d'une formation philosophique. C'est des gens qui sont rationnels, qui connaissent l'histoire, qui connaissent les choses. Pour ceux qui ne savent pas, l'Iran dépend en termes de proportion. C'est-à-dire, si on prend le nombre de population, si on veut mesurer le nombre d'ingénieurs formés en fonction de la population, l'Iran dépasse les États-Unis. Et même, je pense qu'il est le troisième ou le deuxième pays producteur d'ingénieurs au monde. Donc, devant les États-Unis, largement. Donc, je pense que c'est la Chine première. Non, je pense que c'est troisième et quatrième, je pense bien, parce qu'il y a l'Inde qui l'a aussi. Vous comprenez? Donc, l'Iran, ceux qui sont en Iran, là, c'est des gens qui sont des savants. Vous comprenez? C'est des gens qui sont, ils savent ce qu'ils font, ils sont rationnels. Vous comprenez? Donc, c'est des joueurs d'échecs. Parce que faut savoir aussi que les échecs ont été inventés en Iran. Voilà, c'est les joueurs d'échecs qui ont inventé l'échec. Donc, il faut des gens qui sont calculateurs, qui sont très minutieux dans ce qu'ils font. Vous comprenez? Donc, je pense que s'ils avaient signé un accord de défense avec les Russes, ça allait les lier les mains. Et lorsque les Russes allaient répondre, les Iraniens allaient répondre de façon, comme on a vu la guerre des 2 jours, elles se précipiter et demander un cessez-le-feu pour éviter que la guerre là, touche les intérêts des Russes. Vous comprenez? Maintenant, comme je vous ai dit, les Russes évitent de vendre certaines armes. Par exemple, depuis 2023, les Iraniens ont commandé des hélicoptères Mi-28 aux Iraniens, aux Russes,
Mais ces hélicoptères n'ont pas été livrés. Euh, Ces hélicoptères n'ont pas été livrés rapidement aux Iraniens. C'est récemment qu'on a eu certaines informations qui font état que les Russes ont livré ces armes-là. Même les avions Sukhoi 35. Ça fait longtemps que les Iraniens ont demandé cela, mais sous la pression du lobbying israélien, les Russes n'ont pas encore livré réellement ces avions-là. Mais au contraire, les Russes les livrent des avions qui ne peuvent pas faire, qui ne peuvent pas vraiment rivaliser avec les F-35 israéliens. Donc pour cela, l'Iran s'est tourné maintenant vers les Chinois. Voilà, l'Iran a mené une vaste campagne autour avec les Chinois pour acquérir des avions des J-17 et puis je pense que aussi des J-35. Je pense que voilà, des avions sophistiqués capables de faire face aux F-16 et aussi aux F-35. Voilà, des avions qui sont munis du célèbre missile qui a fait tomber beaucoup d'avions lors de la guerre Pakistan, Inde, qui a fait descendre le missile PL5, qui a fait tomber plein de missiles, plein d'avions, que ce soit russes, français, américains, détenus par l'Inde. Donc, il faut savoir que la technologie chinoise, vraiment, c'est une technologie qui est vraiment, qui n'est pas une technologie à prendre on a vu à l'œuvre lors de la guerre Pakistan-Inde. On a vu comme la technologie chinoise a dépassé les autres technologies qui étaient en face. Donc, les Iraniens se sont tournés vers les Chinois pour acquérir des avions de combat et aussi des systèmes de défense antiaériens. Voilà, il faut savoir aussi que les Chinois ont beaucoup d'intérêt en Iran. Je pense qu'en 2025 ou en 2024, il y a un accord, mais en 2023 même, voilà, il y a un accord de coopération stratégique qui a été signé entre la Chine et l'Iran. Voilà, la Chine s'engageait à investir 400 milliards de dollars en Iran. 400 milliards de dollars en Iran. Ça dépasse le PIB de toute l'Afrique. Non, 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 pas que je me trompe. Hein. Ouais, 400 milliards, bon, 400 milliards de dollars comme ça. Alors, en tout cas, c'est de l'argent, c'est colossal. C'est une somme colossale. Voilà, c'est une somme très colossale. Voilà, 400 milliards sont convertis en vos francs. Franchement, c'est beaucoup d'argent. Donc, la Chine, l'Iran aussi est l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand. Non, bon, le deuxième plus grand fournisseur d'hydrocarbures à la Chine, parce que je pense que c'est la Chine et c'est la Russie qui est le premier fournisseur de gaz et puis de pétrole à la Chine. Donc, 90% du pétrole iranien est racheté par les Chinois. Je pense que chaque jour, il y a au moins 2 millions de barils de pétrole qui quittent l'Iran vers la Chine. Donc, la Chine sait qu'elle a perdu le Venezuela parce que le Venezuela aussi était l'un des plus grands fournisseurs de barils de pétrole, de barils de pétrole à la Chine. Et que le Venezuela aussi c'était le premier produit, c'était les plus grandes réserves de pétrole au monde. Voilà, même si ce pétrole est un peu lourd et difficile à transporter, mais quand même, c'est l'une des réserves les plus grandes de pétrole au monde. C'est aussi pareil pour l'Iran. L'Iran, c'est le deuxième, le troisième producteur de pétrole, de réserves de pétrole au monde, et aussi le deuxième en termes de gaz naturel au monde. Donc la Chine a beaucoup d'intérêt en Iran. Et en plus, l'Iran fait partie de ce qu'on appelle le projet des routes de la soie. Actuellement, il y a un chemin de fer qui est construit Chine, Iran, et puis Chine, je pense que c'est Pakistan, bon, ça traverse carrément l'Asie jusqu'en Iran. Donc c'est un corridor qui a pour but d'éviter de passer par la mer et d'utiliser directement la terre pour faire transiter les marchandises depuis la Chine jusqu'en Europe. Voilà, parce qu'en Iran, je pense que ça passe par la Turquie pour entrer en Europe. Vous comprenez? Voilà. Donc, perdre l'Iran, c'est pas bien pour les Russes. Les Russes aussi, il y a quelque chose il faut signaler. Les Russes, parce que l'Iran, si on enlève les sanctions sur l'Iran, le prix du baril de pétrole sur le marché international risque de chuter. Vous comprenez? Parce que l'Iran, c'est l'un des plus grands producteurs de pétrole s'il n'y a pas de sanctions sur lui. Vous comprenez? Donc, si on lève les barils de pétrole, les sanctions sur l'Iran, le prix du baril de pétrole va chuter. Alors que les Russes, actuellement, ça ne les arrange pas. Voilà, actuellement, parce que leur économie est liée beaucoup aux ressources naturelles, par exemple au pétrole et au gaz. Et que si, aujourd'hui, l'Iran, on lève les sanctions sur l'Iran, le prix des barils de pétrole, parce qu'il y a du grand pétrole. Actuellement, on n'a pas dit que l'Iran ne vend pas le pétrole. Hein. Mais comme l'Iran est sous sanction, il y a d'autres pays qui n'arrivent pas à accéder au marché pétrolier iranien. Donc, ça fait que, bon, comme si l'Iran vend son pétrole de façon parallèle. Donc, c'est les Chinois qui achètent beaucoup son pétrole. Voici pourquoi on parle de la flotte pétrole, la flotte fantôme de l'Iran. Voilà. Donc,
Il faut comprendre ça aussi. Donc, les Russes n'ont pas intérêt à avoir toutes les sanctions levées sur l'Iran. Alors, donc, il y a ça aussi qui est en compte. Il faut considérer ça aussi. Vous comprenez? Maintenant, les Chinois, ils ont beaucoup d'intérêt en Iran. Donc, après avoir perdu le Venezuela, ils ne peuvent pas se permettre encore de perdre l'Iran. Mais dans la doctrine chinoise, c'est à peu près comme la doctrine russe. La Chine s'interdit d'intervenir au-delà de sa zone d'influence et même ouais, de sa zone d'influence. Vous comprenez? Voilà, la Chine a une doctrine défensive, pas offensive comme les États-Unis d'Amérique. Elle n'a pas une doctrine agressive, mais plutôt défensive. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, les Chinois se disent que perdre l'Iran aujourd'hui, c'est une erreur stratégique majeure. Donc, l'Iran s'est tourné vers les Chinois. Les Chinois, récemment, il y a plus de 20 avions chinois, des cargos militaires. Hein. On sait que les cargos militaires ne transportent pas les matériels civils qui ont atterri de façon urgente. Parce qu'ils atterrissent rapidement, ils décollent, ils atterrissent rapidement, ils se déchargent, ils décollent. Donc, les experts dans ce domaine ont dit que la Chine était en train de livrer des systèmes de défense, je pense que c'est HQ9B à l'Iran. Des systèmes de défense qui sont comme les S-400 ou les S-300. Voilà, les S-400, les S-300. Donc, c'est l'un des systèmes de défense. Moi, je pense que c'est le système de défense le plus moderne chinois actuellement. Je pense que le système de défense le plus moderne chinois. Il y a plusieurs batteries, il y a plusieurs régiments. Ouais, il y a plusieurs régiments qui ont été livrés un régiment là, ça veut compter au moins 10 batteries, 10 batteries hein, voilà, qui ont été livrées à l'Iran. Voilà, donc alors que les Russes avaient déjà livré des S-300. Bon, les gens, il y a des rumeurs qui ont circulé que les Russes avaient livré des S-400. Mais quand même, j'ai un peu de doute là-dessus. Sur le fait que les Russes avaient livré des S-400 à l'Iran. Je suis sûr que les Russes ont livré des systèmes de guerre électronique. Et puis les Chinois aussi ont livré des systèmes de guerre électronique à la Russie. Bon, vous savez, les Chinois, là, même au Sahel, les Chinois, ils opèrent beaucoup, mais les gens ne parlent pas beaucoup des Chinois. Voilà, les armes que vous voyez là, les blindés que vous voyez, ils arrivent beaucoup dans la pays de l'AVS. C'est des blindés qui sont fabriqués par la société chinoise qu'on appelle Dorenco. Voilà, mais les gens pensent que forcément c'est des blindés russes. Non, hein, parce qu'actuellement les Russes sont dans un conflit qui ne permettent pas de pouvoir trop s'investir, trop pouvoir livrer des matériels militaires à leurs alliés. Il faut comprendre ça aussi. Donc les Chinois actuellement n'ont pas intérêt que l'Iran tombe, tombe. Parce que si l'Iran tombe, même les Russes aussi n'ont pas intérêt à cela. Parce que si l'Iran tombe, on va créer un pays contrôlé par le terrorisme. C'est ce que les gens cherchent à faire. Hein. Voilà. Ces gens-là, avant, ils se cachaient derrière des superfuges. Maintenant, le Mac est tombé. Donc, ils s'affichent. Vous comprenez? Maintenant, dans tout ça, il y a quelque chose qui me fait bien rire. Il y a quelque chose qui me fait bien rire. Ça fait vraiment rire. Voilà. Par exemple, les Européens qui ont soutenu l'Empire américain dans toutes ces bavures partout sur le monde, partout sur le globe terrestre. Aujourd'hui, se retrouvent eux-mêmes victimes avec l'affaire du Groenland, de la barbarie et de l'impérialisme américain. Ils pensaient avant qu'en soutenant les États-Unis, ça allait leur permettre de se cacher, d'éviter que les États-Unis interfèrent dans certains de leurs agissements dans le monde. Aujourd'hui, euh, on dit que si tu mets ton doigt au bord de la bouche d'un crocodile, ne t'étonne pas que un jour tu finis dans le ventre du crocodile. C'est ce qui arrive aujourd'hui aux Européens. Aujourd'hui, ils sont en train de finir dans le ventre du crocodile parce que le Groenland ne fait pas partie de l'Union européenne, mais il est sous souveraineté danoise, alors que le Danemark fait partie de l'Union européenne. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, c'est une affaire complexe que l'Europe est de vivre où leur grand frère, leur papa, leur chouchou se retournent contre l'Europe même qui a soutenu toutes les bavures et les barbaries des Occidentaux. Mais nous, les Africains, on les regarde et puis on rit. Pourquoi on rit? Parce que tout ça, ils ont fait ça depuis longtemps. Aujourd'hui, si entre eux-mêmes, ils se commencent à se bouffer, nous, on rit. Voilà. Mais c'est un appel aussi que un dirigeant qui doit comprendre qu'aujourd'hui, il n'y a plus de règles internationales. Le droit international n'existe plus, les morts. Aujourd'hui, c'est le rapport de force qui existe. Donc, il faut en profiter actuellement. Faire tout ce qu'on a fait. Tout ce qu'on a fait, il faut en profiter de faire ça actuellement. Parce que quand le monde traverse quelque chose, une crise vraiment grave, et les pays qui ne vont pas s'apprêter en cas de guerre globale, seront des pays qui seront vraiment fragilisés. Parce que en cas de guerre globale, tout le monde va en profiter euh, pour répresser ses pions. Et je crains que une vague de terrorisme déferle sur l'Afrique, comme on le voit aujourd'hui. Donc, mes chers amis, merci beaucoup. Aujourd'hui, c'était ce que je voulais dire. Donc, on attend maintenant les frappes américaines sur l'Iran, comme j'ai prévenu. Ces frappes-là pourraient avoir lieu aujourd'hui soir. Donc, aujourd'hui, samedi le 24, ou
entre le mercredi, entre le mardi, voilà, et le samedi. Donc, à surveiller cette fourchette-là. Voilà, de la semaine prochaine. Donc, au revoir. Merci beaucoup à tout le monde. Pour ceux qui sont nouveaux là, qui ont suivi cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, nous voulons construire une communauté forte. Et c'est avec votre aide qu'on va arriver à faire cela. Donc, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde.